Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 48 heures après le naufrage d'un navire militaire, les chances de survie s'amenuisent pour la trentaine de passagers portés disparus depuis ce naufrage d'un navire militaire au large des côtes camerounaises dans la région du sud-ouest. Où en sont les différentes recherches menées jusqu'ici? Quel dispositif spécial a été mis en place dans la localité riveraine sur le site du drame où s'est produit ce naufrage d'un navire militaire? On fait le point en ouverture de ce journal. C'est une lueur d'espoir pour Laurent Gbagbo. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a demandé le réexamen de sa demande de liberté conditionnelle en première instance. Cependant, l'ex-président ivoirien reste en détention jusqu'à la fin de son procès. Aucune date n'a été fixée pour cette nouvelle décision demandant le réexamen de sa demande de liberté conditionnelle. Évocation à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 48 heures après le naufrage d'un navire militaire, des corps ont été repêchés des eaux ce mardi. Ils faisaient partie des passagers de ce navire où plus de 30 personnes sont toujours portées disparues. Seuls 3 rescapés ont survécu à ce naufrage. Tout un dispositif spécial militaire a été mis en place sur les côtes camerounaises pour retrouver d'éventuels survivants. On fait le point avec David Maimo et Eric Martial Ndjomo. Des véhicules militaires qui vont et viennent à l'entrée de ce chantier naval. Depuis le drame maritime survenu dimanche dernier au large de Diboutia, l'on est ici très peu disert sur les recherches en cours. C'est dans cet établissement de fortune à Mukundangi, localité située à quelques dizaines de kilomètres de Limbé, que la plupart des victimes du naufrage se restauraient par moments. La tenancière s'en rappelle. Most of the people are customers. They used to be here. We are used to them. So really felt bad. Le navire aurait été localisé selon certaines informations sur place. Les volontaires habitant les villages environnants et habitués à la pêche dans ces eaux se sont mobilisés pour apporter un appui aux recherches. Rappelons que c'est dimanche dernier qu'un navire logistique de la brigade d'intervention rapide, avec à son bord 37 membres d'équipage acheminant du matériel militaire et du ravitaillement en direction de la péninsule de Bakassi, a chaviré dans des conditions jusqu'ici méconnues par une mer agitée, selon un communiqué des autorités militaires. Malgré les assurances du gouvernement sur la construction des infrastructures destinées à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'inquiétude demeure dans l'esprit des populations. Elle pointe du doigt l'état des routes à Yaoundé. Tenez par exemple, la voirie urbaine ne cesse de se détériorer, entraînant des accidents et d'énormes bouchons dans la cité capitale. Une situation intenable alors que des milliers d'Africains et de délégations africaines sont attendus en 2019 pour cette CAN que le Cameroun doit abriter. Reportage avec Cyril et Joël Essengue. Au boulevard Saint-Jean-Paul II à Yaoundé, ça roule sans problème. Il en est de ce boulevard comme de plusieurs autres axes routiers de la cité capitale où les automobilistes pourraient ne pas avoir de difficultés à circuler. Pour autant, les habitants de Yaoundé ne sont pas totalement satisfaits de l'état des routes à quelques mois de la CAN 2019. Honnêtement, pour une capitale politique comme le Cameroun qui doit abriter cette grande CAN, l'état de route est assez décevant, ça il faut le dire. C'est vrai qu'il y a certains axes qui sont respectés, qui sont bien bitumés, mais avec l'affluence que nous aurons au Cameroun en termes de tourisme, je pense qu'il y a encore à refaire en ce qui concerne l'amélioration de nos routes au Cameroun. Sur l'axe qui relie le rond-point Bastos et le carrefour Régie, les travaux sont en cours, certes, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir plus par rapport à la CAN parce que c'est une édition connue de tous. On voit les pays, comment ça se passe ailleurs. La dernière CAN par exemple qui s'est passée au Gabon, c'était
c'était un peu plus amélioré que ça. Donc on suppose que les routes doivent être dans les conditions normales de la canne. Autre tronçon où le bitume n'est pas très perceptible, c'est celui situé non loin du lycée de Tinga. C'est un problème qu'on vit depuis bon nombre d'années aujourd'hui. Mais avant la canne 2019 au Cameroun, ça ne nous permet pas de circuler librement, vu les travaux qui se passent en plein jour et les chantiers qui sont abandonnés par eux-mêmes. En dehors finalement de certains axes considérés comme l'arbre qui cache la forêt dans le centre urbain, Yaoundé a mal à ses routes pour peu que l'on rentre dans les quartiers. Si on passe par exemple au niveau de Etambafia, c'est décevant même à la limite. Si on prend par exemple l'axe qui quitte du carrefour Ekounou pour Nkomo, là encore c'est autre chose. Vous voyez un peu, il y a des axes comme ça, plusieurs axes comme ça là qu'il faut refaire parce que le touriste ne va pas se limiter seulement dans son hôtel, mais aussi essayer de découvrir le Cameroun dans son intérieur. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire quand même. Ouais, parce que les tronçons, il y a des tronçons comme Yaoundé-Simalène qu'il faut, quelles qu'en soient les conditions, améliorer la voie de circulation de ça. À quelques mois de la CAN 2019, les pouvoirs publics rassurent, mais les populations sont toujours inquiètes. Certains axes routiers ne payent pas de mine. C'est une bouffée d'oxygène pour le moteur de la croissance économique, les fonds que compte débloquer la Banque africaine de développement pour accompagner le Cameroun dans la réalisation des projets structurants. Durant sa visite de travail au Cameroun, le président de la BAD annonce près de 600 milliards de francs CFA à injecter dans le secteur de l'énergie, des infrastructures de transport, de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. On fait le point avec Étienne Pascal Azegui. C'est le secteur énergétique qui est le grand bénéficiaire du séjour du patron de la première institution monétaire africaine au Cameroun, avec le financement à hauteur de 150 millions de dollars US, soit 75 milliards de francs CFA, du complexe hydroélectrique de Lompangar, qui à terme va produire 30 MW d'électricité pour alimenter 150 localités dans la région de l'Est. En effectuant le déplacement de Lompangar, Dr Hakim Wimi a démontré par là tout l'intérêt que l'institution qu'il préside porte à l'endroit de cet important projet dans le secteur énergétique au Cameroun. Le financement de la Banque africaine de développement ira également dans la construction du barrage de Nachtigal qui va produire 420 MW d'électricité. La Banque africaine de développement se propose également d'apporter un appui budgétaire à la création de grandes zones de production et de transformation des produits agricoles, de contribuer également à l'intégration sur-régionale avec la construction du corridor ferroviaire Cameroun-Tchad. La somme des échanges entre le patron de la BAD et le président de la République lors de leur tête-à-tête a tourné autour de la croissance économique du Cameroun. Selon le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, la BAD va financer 22 projets au Cameroun pour un coût total de 600 milliards de francs CFA. La coopération entre le Cameroun et la BAD remonte à 1972, une relation qui se chiffre à près de 1436 milliards de francs CFA de prêts et de dons octroyés par la Banque africaine de développement au Cameroun. Dans le secteur agro-industriel, le marché de l'huile de palme connaît de sérieuses tensions inflationnistes depuis quelques années et le prix de l'huile de palme brute pourrait passer à 900 francs CFA le litre. Dans les tout prochains mois, la demande d'augmentation du prix formulée par les principaux producteurs d'huile de palme est sur la table du gouvernement. Un tel réajustement ferait grimper en flèche les prix de l'huile raffinée et autres produits dérivés, ce que dénoncent des raffineurs des oléagineux. Dans ce contexte de récession économique, ils dénoncent une demande injustifiée d'augmentation du prix de l'huile de palme. Reportage Joël Essengue et Ike Cyril. Alors que les rumeurs courent sur une possible augmentation du prix de cession de l'huile de palme brute, les raffineurs des oléagineux du Cameroun tirent la sonnette d'alarme. Si on passe à 600, on aura franchi le cap de 1500 de prix de référence et la barrière sera levée, la filière sera plus protégée. Quand vous ajoutez
également le fait que déjà sur le marché, la ménagère a de la peine à payer son kilo d'huile à 800. Quand ça passera à 750, il faudra ajouter 19,25 francs de TVA. Comprenez qu'on sera au-delà de la capacité à pouvoir acheter. Selon l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, la Socapalme aurait saisi le ministère du Commerce depuis le 17 mai dernier pour faire accepter au gouvernement le relèvement du prix de cession de l'huile de palme brute, dont le kilogramme passerait de 450 à 600 francs CFA pour les industriels et de 600 francs à 750 francs CFA pour les ménages. On est dans un contexte, celui du nouveau programme économique et financier de l'État. Donc, certains n'ont pas voulu prononcer le mot ajustement structurel. Ce n'est pas en ce moment, dans ce contexte où il faut repousser les manches, qu'on peut décider de relever le prix. Ce qu'il faut comprendre en clair, c'est que sur le marché, l'huile de palme brute coûtera 776 francs CFA aux industriels et 895 francs CFA aux ménages. Un relèvement injustifiable selon l'ASROC, d'autant que la Socapalme fait déjà d'énormes bénéfices. À partir de 300 pour 450, ça faisait 150 francs de plus au niveau de kilogramme. Et quand vous réfléchissez en tonnes sur 10 ans, ça fait 180 milliards qu'ils ont eu. Le seul fait du relèvement du prix, 1 milliard gains déclarés par eux-mêmes depuis 2008, qui se situe entre 6 et 7 milliards. De l'avis des raffineurs des oléagineux du Cameroun, la période de haute production qui a démarré sur le plan national en novembre 2016 n'appelle pas pour l'instant une augmentation du prix de cession de l'huile de palme brute sur le marché. Une question taraude l'esprit des Camerounais qui va bénéficier de l'appui du chef de l'État destiné aux victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka survenue le 21 octobre 2016, alors que le flou persiste toujours sur le nombre réel des passagers morts et disparus dans cet accident ferroviaire. Le gouvernement vient de mettre sur pied un comité interministériel chargé d'organiser la répartition de l'enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Un collectif d'avocats estime que la priorité, c'est le bilan réel de cet accident ferroviaire et l'accélération du processus d'indemnisation. Reportage, Julien Berthe-Bissaille et Farel Bounia. Le comité interministériel a pour mission d'établir la liste des victimes ou encore de définir les modalités de mise à disposition effective de la dite assistance financière. Présidé par le ministre secrétaire général des services du Premier ministère, Séraphin Magloire Fouga, le dit comité est constitué des ministres de Transport, des Finances, de la Santé publique, des Affaires sociales, de l'administration territoriale et du contrôle supérieur de l'État. On y retrouve également le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le délégué général à la Sûreté nationale, 3 représentants du Premier ministère et du ministère de la Justice. Cette équipe sera par ailleurs assistée d'un secrétariat technique. L'on apprend également de cet arrêté ministériel que les membres de ce comité ne travailleront pas contre rémunération. Cependant, les charges nécessaires au fonctionnement du dit comité seront supportées par le budget de l'État. Le comité dispose de ce fait d'un délai de 3 mois pour soumettre un rapport final au Premier ministre sur la répartition de cette dotation spéciale du président de la République. Ce don qui s'élève à 1 milliard de francs CFA est une assistance financière ponctuelle en guise de solidarité nationale à l'endroit des victimes du drame ferroviaire survenu à Ezeka le 21 octobre 2016. Des avocats, membres d'un collectif de défense des victimes de cette catastrophe joint au téléphone, saluent cette initiative du gouvernement, mais précisent que celle-ci ne représente pas les indemnisations attendues par les victimes de cet accident. Des indemnisations qui sont donc en cours de négociations avec le principal responsable de cette catastrophe et ces derniers représentant les familles des victimes. Les attentes sont aussi nombreuses à Ezeka où ce drame s'est produit il y a quelques jours. Le préfet d'Union Ekele y a été installé, le tout nouveau préfet qui doit faire face à de nombreux défis. Ce département est le théâtre de conflits autour de la gestion des forêts communautaires et le gouverneur du centre a défini des missions claires pour le nouveau sous-préfet d'Union Ekele. Des précisions dans ce reportage de Joël Niem et Mirabel Mazo.
Ainsi, par arrêté, par décret numéro 2017, 343, du 3 juillet 2017, le président de la République a nommé M. Peter Tiende au poste du préfet du département de Nyong-Ekele. C'est une lourde charge que porte désormais le préfet du département du Nyong-Ekele. Peter Tiende est installé à la tête de ce département qui compte à lui seul 10 arrondissements. Le Nyong-Ekele fait également face à beaucoup de difficultés au rang desquelles l'épineux problème d'exploitation illégale des forêts de ce département, décrié par le gouverneur de la région du centre présent à cette cérémonie d'installation. Je sais qu'il y a le problème forestier qui divise les populations, mais les maires, les chefs traditionnels, parce qu'on va dire qu'on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut venir derrière la maison, couper un arbre sans que tu le saches? Les chiens savent. Ils savent. Et après, on dit au maire que voilà ce qui doit aller à la commune, à la population, on ne voit rien. Le Nyong-Ekele fait également face aux magouilles dans le secteur de l'éducation. Il y a parfois des filières qu'on ouvre dans le Nyong-Ekele et qui ne répondent pas aux normes vraiment qui régissent le fonctionnement des ministères ou encore l'employabilité du fonctionnariat de nos établissements. On ne saurait oublier le drame du 21 octobre 2016 à Ezeka qui peine à être digéré par les populations. Petit à petit, vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit qu'on va accompagner on ne doit pas sombrer quand on est tombé. Il faut se relever, c'est ça. Aussi, ce qu'on appelle des grandes nations. Ces wagons nous rappellent quand même quelque chose qui dit quelque chose à Ezeka. Peter Tiende, le nouveau chef de terre, devra répondre aux attentes de ces populations qui rêvent des lendemains meilleurs dans le Nyong-Ekele. Tout ce que nous voulons à propos, c'est que, en ce qui concerne le principe qui peut employer le quota horaire, puisse répondre au principe d'interdisciplinarité régissant le fait que tout ce qui peut être acté pour le lycée bilingue puisse acté pour le collège Marie-Albert, pour le collège, pour le lycée classique des Écrits. C'est à cœur joie que les populations lui ont souhaité la bienvenue. Voici votre préfet. Parmi vos enfants, certains ont peut-être contracté des maladies hydriques ces dernières semaines ou un paludisme. Ces maladies prospèrent en cette saison des pluies et les couches les plus vulnérables sont non seulement des enfants mais aussi des personnes du troisième âge. Comment mieux se protéger en ce temps pluvieux contre ces maladies hydriques ou encore le paludisme? Élément de réponse avec François Dikoumet et Kate Diarra. Une saison de pluie marque très souvent dans les chaumières le début des ennuis pour les parents. Entre orages et inondations, ils se retrouvent coincés dans les mailles de la maladie. Lorsque le sol est humide, lorsque l'humidité devient à fond, les germes se multiplient plus facilement. Alors, ce qui fait qu'on note une recrudescence, une exagération de certaines pathologies. Selon les spécialistes, de nombreuses maladies sont favorisées par le retour des pluies. Classées en deux grands groupes, elles peuvent être diarrhéiques. Ça attrape plus les enfants avec des vomissements, la diarrhée, et c'est plus parasitaire. Dans ce cas précis, les eaux contaminent les aliments par des germes et des parasites qui vont rendre malades des personnes à l'hygiène précaire. Dans le second groupe, on parle de maladies de type parasitaire, à l'instar du paludisme. Parce qu'avec la pluie qui est constante et l'eau qui va stagner dans les zones un peu partout, alors ça va être des nids où les moustiques vont plus se développer et vont se multiplier aux alentours des maisons. Au cours de cette saison de pluie, les hôpitaux enregistrent selon les médecins de nombreuses hospitalisations d'enfants. L'enfant devient le plus exposé parce qu'il touche à tout, il joue à tout et à un moment il n'arrive même pas à respecter certaines mesures d'hygiène. Alors du coup il devient le sujet le plus exposé pendant ces phases de pluie. Pour les personnes du troisième âge, il est question de maladies rhumatismales, favorisées par la fraîcheur et l'humidité. On recommande donc aux patients d'investir dans la prévention, car ce n'est qu'à ce prix-là
qu'ils pourraient être à l'abri. La prévention primaire, c'est-à-dire l'hygiène, sortie couvert. Donc nous avons aussi évité, c'est-à-dire des enfants qui jouent beaucoup sous la pluie pendant que la pluie est tombée, éviter ces genres de jeux-là. Je vous le disais en titre, c'est une lueur d'espoir pour Laurent Gbagbo. La chambre d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale, a demandé un réexamen de sa demande de liberté conditionnelle en première instance. Cependant, l'ex-président ivoirien reste en détention pour le reste de son procès. Durant cette audience de la chambre d'appel, elle a noté de nombreuses irrégularités dans la première décision de la CPI qui avait refusé la demande de mise en liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, cette instance doit réexaminer sa demande de liberté conditionnelle. Cependant, aucune date n'a été fixée à cet effet. Laurent Gbagbo est accusé de crimes contre l'humanité commis durant les violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a plaidé non coupable. Toujours dans l'escale internationale, le président américain, vert de colère après le rejet de sa tentative d'abrogation de l'Obamacare, les républicains qui ont tenté depuis de nombreuses années d'abroger cette loi sur le système de santé américain mise en place par l'ancien président Obama. Des précisions avec nos confrères d'Euronews. Le pronostic vital d'Obamacare n'est plus engagé pour le moment. Le projet républicain de réforme du système de santé américain a été coulé par des sénateurs de la majorité. Un échec cinglant pour Donald Trump qui reste cependant persuadé que la loi démocrate finira de toute façon par mourir sous son propre poids comme il l'a écrit sur Twitter avant de s'exprimer depuis Washington contenant visiblement sa colère. Déçu, très déçu. Je ne pense pas que le projet de réforme soit mort, mais cela fait 7 ans que j'entends le Congrès dire haut et fort qu'il faut annuler et le remplacer. Et quand il a enfin eu l'opportunité de le faire, il n'en a pas profité. C'est décevant. Décevant, voire humiliant pour Donald Trump, très satisfaisant mais pas encore assez pour les démocrates. S'adressant aux républicains, leur chef de file a enfoncé le clou. Abandonner l'idée de réformer le système de santé pour exonérer d'impôts les foyers les plus riches, abandonner celle de l'abrogation et faites les choses dans les règles afin d'arriver à un résultat acceptable pour les Américains tout au long de votre engagement politique. Promulguée en 2010 par Barack Obama, l'Obamacare est en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Elle oblige toutes les personnes payant des impôts aux États-Unis à se doter d'une assurance santé remplissant certains critères. Avant elle, 50 millions d'Américains n'en souscrivaient pas. Si l'Obamacare venait à être abrogé, 23 millions d'entre eux se retrouveraient sans couverture santé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Merci de rester sur cette même antenne. Construction des infrastructures destinées à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'inquiétude demeure dans l'esprit des populations. Elle pointe du doigt l'état des routes à Yaoundé. Tenez par exemple, la voirie urbaine ne cesse de se détériorer, entraînant des accidents et d'énormes bouchons dans la cité capitale. Une situation intenable alors que des milliers d'Africains et de délégations africaines sont attendues en 2019 pour cette CAN que le Cameroun doit abriter. Reportage avec Cyril et Joël Essengue. Au boulevard Saint-Jean-Paul II à Yaoundé, ça roule sans problème. Il en est de ce boulevard comme de plusieurs autres axes routiers de la cité capitale où les automobilistes pourraient ne pas avoir de difficultés à circuler. Pour autant, les habitants de Yaoundé ne sont pas totalement satisfaits de l'état des routes à quelques mois de la CAN 2019. Honnêtement, pour une capitale politique comme le Cameroun qui doit abriter cette grande CAN, l'état de route est assez décevant, ça il faut le dire. C'est vrai qu'il y a certains axes qui sont respectés, qui sont bien bitumés, mais avec l'affluence que nous aurons au Cameroun en termes de tourisme, je pense qu'il y a encore à refaire en ce qui concerne
l'amélioration de nos routes au Cameroun. Sur l'axe qui relie le rond-point Bastos et le carrefour Régie, les travaux sont en cours, certes, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir plus par rapport à la CAN parce que c'est une édition connue de tous. On voit les pays, comment ça se passe ailleurs. La dernière CAN par exemple qui s'est passée au Gabon, c'était un peu plus amélioré que ça. Donc on suppose que les routes doivent être dans les conditions normales de la CAN. Autre tronçon où le bitume n'est pas très perceptible, c'est celui situé non loin du lycée de Tinga. C'est un problème qu'on vit depuis bon nombre d'années aujourd'hui. Mais avant la CAN 2019 au Cameroun, ça ne nous permet pas de circuler librement, vu les travaux qui se passent en plein jour et les chantiers qui sont abandonnés par eux-mêmes. En dehors finalement de certains axes considérés comme l'arbre qui cache la forêt dans le centre urbain, Yaoundé a mal à ses routes pour peu que l'on rentre dans les quartiers. Si on passe par exemple au niveau de Etambafia, c'est décevant même à la limite. Si on prend par exemple l'axe qui quitte du carrefour Ekounou pour Nkomo, là encore c'est autre chose. Vous voyez un peu, il y a des axes comme ça, plusieurs axes comme ça là qu'il faut refaire parce que le touriste ne va pas se limiter seulement dans son hôtel, mais aussi essayer de découvrir le Cameroun dans son intérieur. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire quand même. Ouais, parce que les tronçons, il y a des tronçons comme Yaoundé-Simalène qu'il faut, quelles qu'en soient les conditions, améliorer la voie de circulation de ça. À quelques mois de la CAN 2019, des finances, de la santé publique, des affaires sociales, de l'administration territoriale et du contrôle supérieur de l'État. On y retrouve également le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le délégué général à la Sûreté nationale, 3 représentants du Premier ministère et du ministère de la Justice. Cette équipe sera par ailleurs assistée d'un secrétariat technique. L'on apprend également de cet arrêté ministériel que les membres de ce comité ne travailleront pas contre rémunération. Cependant, les charges nécessaires au fonctionnement du dit comité seront supportées par le budget de l'État. Le comité dispose de ce fait d'un délai de 3 mois pour soumettre un rapport final au Premier ministre sur la répartition de cette dotation spéciale du président de la République. Ce don qui s'élève à 1 milliard de francs CFA est une assistance financière ponctuelle en guise de solidarité nationale à l'endroit des victimes du drame ferroviaire survenu à Ezeka le 21 octobre 2016. Des avocats, membres d'un collectif de défense des victimes de cette catastrophe joints au téléphone, saluent cette initiative du gouvernement, mais précisent que celle-ci ne représente pas les indemnisations attendues par les victimes de cet accident. Des indemnisations qui sont donc en cours de négociations avec le principal responsable de cette catastrophe et ces derniers représentant les familles des victimes. Les attentes sont aussi nombreuses à Ezeka où ce drame s'est produit il y a quelques jours. Le préfet d'Union Ekele y a été installé, le tout nouveau préfet qui doit faire face à de nombreux défis. Ce département est le théâtre de conflits autour de la gestion des forêts communautaires et le gouverneur du centre a défini des missions claires pour le nouveau sous-préfet d'Union Ekele. Des précisions dans ce reportage de Joël Niem et Mirabel Mazo. Ainsi, par décret numéro 2017, 343, du 3 juillet 2017, le président de la République a nommé M. Peter Tiende au poste du préfet du département d'Union Ekele. C'est une lourde charge que porte désormais le préfet du département d'Union Ekele. Peter Tiende est installé à la tête de ce département qui compte à lui seul 10 arrondissements. L'Union Ekele fait également face à beaucoup de difficultés au rang desquelles l'épineux problème d'exploitation illégale des forêts de ce département, décrié par le gouverneur de la région du centre présent à cette cérémonie d'installation. Je sais qu'il y a le problème forestier qui divise les populations, mais les maires, les chefs traditionnels, parce qu'on va dire qu'on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut venir derrière la maison, couper un arbre sans que tu le saches? Les chefs savent. Ils savent.
Et après, on dit au maire que voilà ce qui doit aller. Les pouvoirs publics rassurent, mais les populations sont toujours inquiètes. Certains axes routiers ne payent pas de mine. C'est une bouffée d'oxygène pour le moteur de la croissance économique, les fonds que compte débloquer la Banque africaine de développement pour accompagner le Cameroun dans la réalisation des projets structurants. Durant sa visite de travail au Cameroun, le président de la BAD annonce près de 600 milliards de francs CFA à injecter dans le secteur de l'énergie, des infrastructures de transport, de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. On fait le point avec Étienne Pascal Azegui. C'est le secteur énergétique qui est le grand bénéficiaire du séjour du patron de la première institution monétaire africaine au Cameroun, avec le financement à hauteur de 150 millions de dollars US, soit 75 milliards de francs CFA, du complexe hydroélectrique de Lompangar, qui à terme va produire 30 MW d'électricité pour alimenter 150 localités dans la région de l'Est. En effectuant le déplacement de Lompangar, Dr Hakim Wimi a démontré par là tout l'intérêt que l'institution qu'il préside porte à l'endroit de cet important projet dans le secteur énergétique au Cameroun. Le financement de la Banque africaine de développement ira également dans la construction du barrage de Nachtigal qui va produire 420 MW d'électricité. La Banque africaine de développement se propose également d'apporter un appui budgétaire à la création de grandes zones de production et de transformation des produits agricoles, de contribuer également à l'intégration sur-régionale avec la construction du corridor ferroviaire Cameroun-Tchad. La somme des échanges entre le patron de la BAD et le président de la République lors de leur tête-à-tête a tourné autour de la croissance économique du Cameroun. Selon le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, la BAD va financer 22 projets au Cameroun pour un coût total de 600 milliards de francs CFA. La coopération entre le Cameroun et la BAD remonte à 1972, une relation qui se chiffre à près de 1436 milliards de francs CFA de prêts et de dons octroyés par la Banque africaine de développement au Cameroun. Dans le secteur agro-industriel, le marché de l'huile de palme connaît de sérieuses tensions inflationnistes depuis quelques années et le prix de l'huile de palme brute pourrait passer à 900 francs CFA le litre. Dans les tout prochains mois, la demande d'augmentation du prix formulée par les principaux producteurs d'huile de palme est sur la table du gouvernement. Un tel réajustement ferait grimper en flèche les prix de l'huile raffinée et autres produits dérivés, ce que dénoncent des raffineurs des oléagineux dans ce contexte de récession économique. Ils dénoncent une demande injustifiée d'augmentation du prix de l'huile de palme. Reportage Joël Essengue et Ike Cyril. Alors que les rumeurs courent sur une possible augmentation du prix de cession de l'huile, Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 48 heures après le naufrage d'un navire militaire, les chances de survie s'amenuisent pour la trentaine de passagers portés disparus depuis ce naufrage d'un navire militaire au large des côtes camerounaises dans la région du sud-ouest. Où en sont les différentes recherches menées jusqu'ici? Quel dispositif spécial a été mis en place dans la localité riveraine sur le site du drame où s'est produit ce naufrage d'un navire militaire? On fait le point en ouverture de ce journal. C'est une lueur d'espoir pour Laurent Gbagbo. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a demandé le réexamen de sa demande de liberté conditionnelle en première instance. Cependant, l'ex-président ivoirien reste en détention jusqu'à la fin de son procès. Aucune date n'a été fixée pour cette nouvelle décision demandant le réexamen de sa demande de liberté conditionnelle. Évocation à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 48 heures après le naufrage d'un navire militaire, des corps ont été repêchés des eaux
Ce mardi, il faisait partie des passagers de ce navire où plus de 30 personnes sont toujours portées disparues. Seuls 3 rescapés ont survécu à ce naufrage. Tout un dispositif spécial militaire a été mis en place sur les côtes camerounaises pour retrouver d'éventuels survivants. On fait le point avec David Maïmo et Eric Martial Ndjomo. Des véhicules militaires qui vont et viennent à l'entrée de ce chantier naval. Depuis le drame maritime survenu dimanche dernier au large de Dibuntia, l'on est ici très peu disert sur les recherches en cours. C'est dans cet établissement de fortune à Mukundangi, localité située à quelques dizaines de kilomètres de Limbé, que la plupart des victimes du naufrage se restauraient par moments. La tenancière s'en rappelle. Most of the people are customers. They used to be here. We are used to them. So it really felt bad. Le navire aurait été localisé selon certaines informations sur place. Les volontaires habitant les villages environnants et habitués à la pêche dans ces eaux se sont mobilisés pour apporter un appui aux recherches. Rappelons que c'est dimanche dernier qu'un navire logistique de la brigade d'intervention rapide, avec à son bord 37 membres d'équipage acheminant du matériel militaire et du ravitaillement en direction de la péninsule de Bakassi, a chaviré dans des conditions jusqu'ici méconnues par une mer agitée, selon un communiqué des autorités militaires. Malgré les assurances du gouvernement sur la de palme brute, les raffineurs des oléagineux du Cameroun tirent la sonnette d'alarme. Si on passe à 600, on aura franchi le cap de 1500 le prix de référence et la barrière sera levée, la filière sera plus protégée. Quand vous ajoutez également le fait que déjà sur le marché, la ménagère a de la peine à payer son kilo d'huile à 800, quand ça passera à 750, il faudra ajouter 19,25 francs de TVA, comprenez qu'on sera au-delà de la capacité à pouvoir acheter. Selon l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, la Socapalme aurait saisi le ministère du Commerce depuis le 17 mai dernier pour faire accepter au gouvernement le relèvement du prix de cession de l'huile de palme brute, dont le kilogramme passerait de 450 à 600 francs CFA pour les industriels et de 600 francs à 750 francs CFA pour les ménages. On est dans un contexte, celui du nouveau programme économique et financier de l'État. Donc, certains n'ont pas voulu prononcer le mot ajustement structurel. Ce n'est pas en ce moment, dans ce contexte où il faut repousser les manches, qu'on peut décider de relever le prix. Ce qu'il faut comprendre en clair, c'est que sur le marché, l'huile de palme brute coûtera 776 francs CFA aux industriels et 895 francs CFA aux ménages. Un relèvement injustifiable selon la SROC, d'autant que la Socapalme fait déjà d'énormes bénéfices. À partir de 300 pour 450, ça faisait 150 francs de plus au niveau du kilogramme. Et quand vous réfléchissez en tonnes sur 10 ans, ça fait 180 milliards qu'ils ont eu. Le seul fait du relèvement du prix, 1 milliard gains déclarés par eux-mêmes depuis 2008, qui se situe entre 6 et 7 milliards. De l'avis des raffineurs des oléagineux du Cameroun, la période de haute production qui a démarré sur le plan national en novembre 2016 n'appelle pas pour l'instant une augmentation du prix de cession de l'huile de palme brute sur le marché. Une question taraude l'esprit des Camerounais qui va bénéficier de l'appui du chef de l'État destiné aux victimes de la catastrophe ferroviaire des Eka survenue le 21 octobre 2016, alors que le flou persiste toujours sur le nombre réel des passagers morts et disparus dans cet accident ferroviaire. Le gouvernement vient de mettre sur pied un comité interministériel chargé d'organiser la répartition de l'enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Un collectif d'avocats estime que la priorité, c'est le bilan réel de cet accident ferroviaire et l'accélération du processus d'indemnisation. Reportage, Julien Berthe-Bissaille et Farel Bounia. Le comité interministériel a pour mission d'établir la liste des victimes ou encore de définir les modalités de mise à disposition effective de la dite assistance financière. Présidé par le ministre secrétaire général des services du Premier ministère, Séraphin Magloire Fouda, le dit comité est constitué des ministres de transport,